Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Le magazine de la connaissance. Intéressant. C'est ça, moque-toi. Tu peux me tenir ça 2 secondes? Tiens. Très bien. Bravo. Et voilà. Ja, Thermoskanne. Dévisser un thermos, verser du café et tenir la tasse bien droite pour ne rien renverser, ces petits gestes ordinaires sont un jeu d'enfant quand on a 2 mains et d'Örte en guise d'assistante. Mais c'est bien plus compliqué quand on a perdu une main et qu'à la place, on porte une prothèse. Comment le port d'une prothèse change-t-il la vie au quotidien et peut-elle vraiment compenser la perte d'un membre? C'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui. Nous allons faire un tour au sein du service de traumatologie d'un hôpital de Berlin pour découvrir comment les orthoprothésistes fabriquent des prothèses sur mesure et comment les patients amputés réapprennent les gestes du quotidien. Certains deviennent même des athlètes de haut niveau. Voici l'histoire d'un jeune homme qui est allé jusqu'à battre un record du monde. Markus Rehm est monté sur la plus haute marche du podium avec une prothèse tibiale. Médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Londres, champion du monde de saut en longueur et détenteur de 2 records successifs. Jamais un athlète handicapé n'a sauté aussi loin. Tout commence en 2008 quand il signe avec l'école d'élite sportive du Bayer Leverkusen. Le club sponsorise ses prothèses de sport très coûteuses. On voit bien la différence entre une prothèse de tous les jours et une prothèse de sport. C'est cette lame en carbone qui fait office de pied. Elle est conçue pour restituer l'énergie quand on court, ce que fait normalement la cheville. C'est un peu plus perfectionné qu'une prothèse de vie quotidienne. Markus s'entraîne jusqu'à 2 fois par jour dans ce stade. Le sport est toute sa vie. Ici, il s'est fait des amis et a trouvé l'entraîneur idéal en la personne de Steffi Nerius, ancienne lanceuse de javelot. Cette prothèse donne l'impression de marcher sur la pointe des pieds, ce qui fait bizarre. Quand on sprint, on ne court pas sur l'arrière-pied ou le talon, mais seulement sur l'avant. La lame en carbone reproduit ce mouvement. Même en marchant, j'ai l'impression d'être sur la pointe des pieds, d'où cette drôle de démarche. Quand il n'est pas au stade, c'est sur l'eau qu'il pratique son autre hobby. Hors de question pour lui d'y renoncer à cause de son handicap. Le wakeboard a toujours été sa grande passion. Mais c'est aussi ce sport qui a bouleversé sa vie un soir d'été. Markus avait 14 ans et passait la journée au bord du Main avec sa famille. Il s'apprêtait à partir, mais les conditions idéales ont incité Markus à retourner à l'eau. J'étais tracté par un bateau, et il n'y avait pas de téléski nautique comme ici. Je raidais, j'ai sauté par-dessus la vague et je suis tombé. Un autre bateau est arrivé sans me voir et m'est passé dessus. Mes jambes ont été prises dans l'hélice. Markus survit à l'accident, mais sa jambe droite est presque entièrement arrachée. Je me souviens de ma mère, effondrée, me disant qu'ils allaient peut-être devoir m'amputer la jambe. C'était un moment très dur. Sur le coup, on a l'impression que tout s'écroule. 3 jours après l'accident, la sentence tombe. Impossible de sauver sa jambe. Je me sentais très seul pour faire face à cette situation. J'ai beaucoup pleuré. Je passais mes soirées dans ma chambre à me demander comment j'allais pouvoir continuer à vivre. Heureusement, le jeune sportif est un battant. Il s'oblige à se tourner vers l'avenir et attend avec impatience sa première prothèse. La première fois que je me suis mis debout sur ma prothèse, ça a été la douche froide. Ça faisait terriblement mal. Je n'arrivais pas à m'appuyer dessus. Au lieu de me motiver, ça m'a plutôt abattu. Il lui a fallu du temps, mais aujourd'hui, Markus ne se considère plus comme handicapé. Il conduit une voiture normale avec boîte de vitesse. Il n'utilise pas sa cheville pour appuyer sur l'accélérateur, mais évalue la pression sur la pédale avec sa cuisse. C'est ainsi qu'il a appris à conduire. Ce coup du sort lui a fait découvrir le métier d'orthoprothésiste qu'il a choisi d'exercer. Malgré son jeune âge, il fait preuve d'un grand talent et surtout d'une empathie particulière, sûrement parce qu'il est dans la même situation que ses patients. Le soir et le week-end, il optimise sa propre prothèse de sport.
Beaucoup pensent que j'ai un avantage technique parce que je peux utiliser pour ma prothèse tel ou tel élément, qui n'est pas officiellement commercialisé. Mais c'est faux. Tous les éléments que j'assemble peuvent être achetés chez les fabricants. Mon seul avantage, c'est que je sens comment l'emboîture et la prothèse se comportent et que je sais comment mieux adapter l'emboîture pour corriger ma posture. Je fais moi-même le nécessaire d'après mon ressenti. Quant au reste, c'est la discipline et un entraînement rigoureux qui font la différence. Voyons un peu. Lequel conviendrait? Celui-là est bien. Bonjour. Christian Hartz, je vous serre le pied. Tout est prêt, je vous attendais. Alors, Vous êtes orthoprothésiste. Dans notre reportage, on a découvert les prothèses de sport perfectionnées. Mais quand il s'agit d'une prothèse de tous les jours, qu'est-ce qui compte? avant toute chose, il faut que la prothèse soit confortable et simple d'utilisation. La personne appareillée doit pouvoir la mettre et l'enlever facilement. Elle doit aussi garantir un bon déroulement sur le sol, selon l'usage qu'en attend le client. Et enfin, il ne faut pas négliger le côté esthétique. Dans quelle mesure peut-on jouer sur l'esthétique? Tout dépend des envies du patient. Avoir une prothèse qui plaît à la personne appareillée compte énormément, puisque c'est cela qui va lui permettre de se considérer à nouveau comme entier. Certains voudront que leur prothèse soit la plus discrète possible, d'autres préféreront qu'elle soit voyante, avec une allure high-tech. C'est selon les goûts de chacun. On choisit donc presque sa prothèse comme on choisit un vêtement. Avec d'ailleurs le même problème, il faut qu'elle soit à la bonne taille. Comment faire? Ça, c'est tout le secret de notre métier. L'emboîture est la partie la plus importante, parce qu'elle relie le patient à la prothèse, l'appareillé à l'appareillage. Pour qu'elle soit bien adaptée, on fabrique d'abord une emboîture de test transparente. On peut ainsi voir à travers et vérifier que le moignon de la jambe repose correctement dans l'emboîture. Pour la fabriquer, on utilise un modèle en plâtre moulé sur le patient. J'en ai justement un ici. Donc on peut aller fabriquer une emboîture ensemble. D'accord. Volontiers. C'est ici. Alors, on fixe notre modèle en plâtre là. On va prendre une plaque de thermoplastique transparent. On va la mettre dans le four jusqu'à ce qu'elle atteigne la bonne température et ramollisse un peu. Ensuite, on va la mouler sur notre modèle en plâtre, puis placer le tout sous vide pour qu'elle prenne la forme exacte. Le four est à 150 degrés? Entre 150 et 180 degrés. Combien de temps faut-il attendre? Entre 15 et 20 minutes. Voilà, on a maintenant notre emboîture de test. Super. Mais il faut encore retirer le plâtre. C'est vrai, on n'a plus besoin du modèle. Comment on fait pour l'enlever? Avec un marteau perforateur. Okay. Et voilà, c'est fini? Oui. On va passer à l'essayage sur le patient pour voir si son moignon s'y loge confortablement. C'est à lui de nous dire si ça convient ainsi ou s'il faut revoir la forme. Et ensuite, il a sa prothèse pour la vie? Non, loin de là. En général, avec une utilisation quotidienne, ce genre de prothèse dure entre 2 et 4 ans. Ensuite, il faut contrôler si elle est toujours adaptée et, si nécessaire, en fabriquer une nouvelle. Forcément, puisque le corps du patient change. Oui, son corps change, tout comme son moignon. Il peut prendre du poids ou en perdre. Et à force de marcher avec la prothèse, elle va s'abîmer. C'est comme une chaussure. Il en faudrait presque une pour l'été et une pour l'hiver. Ça existe. Vraiment? Bien sûr.
Pour l'été, on a des prothèses résistant à l'eau avec lesquelles on peut faire de la plongée. Il en existe aussi permettant de porter des talons hauts avec un bel habillage en silicone. On peut proposer un tas de choses, selon l'envie et le souhait de chaque patient. Ainsi, une prothèse peut et doit s'adapter à chaque patient et aux différents usages que celui-ci en fera. Mais encore faut-il que la personne s'y habitue. Andrea Vogt-Böhm sait d'expérience que de nombreux amputés n'arrivent pas à se faire à leur prothèse. L'amputé typique n'est pas un sportif de haut niveau. 80% des amputés ont plus de 60 ans et souffrent en plus d'une maladie chronique. Avant même l'amputation, ils sont confrontés à toutes sortes de pathologies. Les médecins font appel à elles quand leurs patients s'apprêtent à quitter l'hôpital 10 à 14 jours après l'amputation. Ils sont souvent dans une grande détresse et rien n'est prévu pour eux dans le système de santé allemand. Une lacune que vient combler son association AmpuVita, financée exclusivement par des dons. Bonjour Madame Visser. Bonjour. Madame Visser, je vous présente Ingrid Vogt-Böhm. Bonjour madame. Une amputation entraîne des changements considérables dans la sphère sociale. Il faut réorganiser sa vie de fond en comble et souvent les patients âgés se sentent complètement dépassés. En quelques années, la petite association est devenue un institut de conseil très sollicité par les amputés et leurs familles. La demande est immense. En complément des groupes de soutien, AmpuVita propose des séminaires et des cours de mobilité. Une aide appréciée par Ingrid Vogt, âgée de 74 ans. Elle, qui était si sportive, vit très mal le fait d'avoir perdu une grande partie de sa mobilité. Heinz, est-ce que tu peux m'aider? J'arrive. Ingrid souffre d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, un grave trouble circulatoire. Des plaques d'athérome ont envahi et rétréci les artères de ses jambes jusqu'à l'obstruction totale. Après avoir enchaîné les visites médicales, son odyssée s'est soldée par l'amputation de ses 2 jambes. Sous le genou, il y a plein de nerfs qui se rejoignent. Des nerfs, des vaisseaux sanguins. Quand je mets ma prothèse, ça exerce une pression très forte sur cette zone. Même si les tissus sont mous, j'ai du mal à le supporter. D'autres y arrivent peut-être, mais moi, une telle pression sur le moignon me fait mal. Ingrid ne peut pas marcher plus de 40 mètres avec ses prothèses. Alors Ingrid, comment vas-tu? Tu as toujours mal à la jambe gauche? Dès que je marche un peu, ça me fait affreusement mal sous le genou. Il faut que j'en reparle à mon orthoprothésiste. En plus des problèmes liés à la prothèse, Ingrid souffre aussi de douleurs fantômes dans les 2 jambes. Jusqu'à présent, les différents types de traitements qu'elle a subis sont restés sans résultat. Son mari la soutient du mieux qu'il peut, mais il se sent souvent démuni. Au moins, je vois que vous êtes unis et que vous affrontez tout ça à 2. Ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de couples se séparent parce que l'amputation est trop dure à gérer. Oui, c'est terrible. Ce n'est pas facile tous les jours, c'est sûr. Surtout en ce moment. Parfois, on s'assoit et on pleure dans les bras l'un de l'autre. Ça me met régulièrement en colère de voir que des personnes âgées ne reçoivent pas de prothèses adaptées après leur amputation. Je répète sans cesse que ça ne doit pas forcément être des prothèses de sport ou pour personnes très actives, mais au moins des prothèses qui correspondent aux besoins des patients pour qu'ils puissent continuer à vivre leur vie. Continuer à vivre sa vie et rester indépendant au quotidien, c'est ce qu'apprennent les patients soignés dans cet hôpital qui propose un programme unique d'adaptation aux prothèses. Avec des activités comme le tir à l'arc.
Il faut une sacrée coordination pour tirer à l'arc et je trouve que vous vous en sortez comme un chef. Oui, c'était mon objectif. Quand je me suis réveillé au service de soins intensifs, je me suis promis qu'un jour, je referais toutes les activités que je pratiquais avant mon accident. De la natation, du vélo, de l'aviron. En revanche, j'ai arrêté la moto, puisque c'était un accident de moto. Ah oui, je comprends. Alors tout mon respect, je vous tire mon chapeau. Montrez-moi. J'y vais. Docteur Insa Matos, bonjour. Vous dirigez ce programme d'adaptation aux prothèses. Ça fonctionne plutôt bien, non? Oui, on est très satisfait. Et si M. Teslav s'en sort aussi bien, c'est aussi parce qu'il s'est montré très motivé dès le départ. Donc la motivation, c'est la clé. Absolument. Dans ce genre de cas, quel que soit le patient, ce n'est pas la hauteur de l'amputation ou la blessure en elle-même qui joue, c'est le mental. Pourquoi avoir choisi le tir à l'arc comme activité de votre programme? Le tir à l'arc aide à retrouver un bon équilibre mental. Une fois que le patient s'est accoutumé à sa prothèse et qu'il arrive à marcher avec elle, l'objectif c'est qu'il retrouve des automatismes. Il pourra ainsi tenir une conversation ou se concentrer sur d'autres choses tout en se promenant. Réussir à tourner son attention vers autre chose que son propre corps est essentiel. Et le tir à l'arc est idéal pour réapprendre cela. Et à part le réapprentissage de la marche, quels sont les défis qui se posent au quotidien juste après une amputation? Absolument tout. Quand les patients sortent de l'anesthésie générale, ils ont l'impression de débarquer sur une autre planète. Ils ont soudain un membre en moins et peut-être même d'autres blessures graves. On peut dire qu'ils doivent tout recommencer. Ils doivent d'abord apprendre à marcher avec des béquilles et à se réhabituer à leur environnement. Il leur faut ensuite accepter que leur corps ne fonctionne plus comme avant, mais aussi apprendre à supporter le regard des autres. Ils repartent vraiment de zéro. Que faites-vous pour que vos patients n'aient pas le même problème que la dame de notre reportage, qui n'arrive quasiment pas à marcher avec ses prothèses? On fait en sorte de se concerter avec tous les spécialistes qui prennent nos patients en charge. Il y a un service d'appareillage orthopédique ici même dans l'hôpital, avec des thérapeutes sur place. Et nous-mêmes, nous accompagnons nos patients tout au long de leur rééducation. Grâce à ces contacts étroits, on remarque vite le moindre problème et on peut rapidement mettre en place des solutions. Merci, docteur Matos. Merci. Je vous en prie. Tenir l'arc, tendre la corde, puis la lâcher. Une succession de gestes simples, rendus possibles par l'interaction cerveau-main. Mais comment fait-on pour diriger une main artificielle? Karl-Heinz Amon a été victime d'un grave accident du travail qui lui a coûté son bras gauche. Il porte désormais une prothèse ultra perfectionnée. Son orthoprothésiste, Thomas Münch, a été le premier en Allemagne à pouvoir proposer ces prothèses myoélectriques utilisant la technique TMR, ou réinnervation musculaire ciblée. Allume ta prothèse, s'il te plaît. Je voudrais faire quelques exercices. Peux-tu plier le coude? Puis ouvrir la main, fermer la main. La particularité de cette prothèse, Karl-Heinz la dirige rien que par la pensée. Maintenant, plie le bras en fermant la main. Parfait. Cette procédure chirurgicale révolutionnaire est applicable même chez les personnes amputées de tout le bras. Son principe, les nerfs autrefois reliés au bras, donc devenus inutiles après l'amputation, sont réimplantés dans un autre muscle, dans cette animation, le muscle pectoral. En quelques mois, les nerfs vont s'y lier et redevenir fonctionnels. L'intérieur de la prothèse est équipé d'électrodes ultrasensibles en contact étroit avec la peau. Quand le patient contracte le muscle correspondant, le signal est capté par la prothèse qui reproduit le mouvement. Pour simplifier, j'ai coutume de dire qu'on recable le bras du patient. Ainsi, quand il pense ouvrir la main, il va contracter un certain muscle, ce qu'il ne pouvait pas faire avant l'opération, puisque le nerf n'entraînait aucune réponse.
Ce nerf, qui servait auparavant à diriger les muscles de la main pour qu'elle s'ouvre, contracte désormais l'un des muscles dans le moignon de M. Hammond. Ainsi, quand Karl-Heinz fait bouger en pensée son bras absent, il contracte le muscle qui a été réinnervé et c'est la prothèse qui réagit. Quand je pense fermer la main, donc le mouvement qui fait se replier le pouce et les doigts de la main, on voit bien un muscle se contracter là-dessous. C'est juste sur le renflement de ce muscle que se pose l'électrode captant le signal. Aujourd'hui, il va bénéficier d'une nouvelle emboîture. Cette électrode est en contact avec le biceps et permet de lever le coude. L'électrode du dessous dirige la rotation des paumes vers l'intérieur, la pronation. L'emboîture compte 6 électrodes au total. Un micro-ordinateur à l'intérieur de la prothèse analyse les signaux envoyés par les nerfs et les transforme en impulsions électriques. Karl-Heinz peut ainsi faire 6 mouvements distincts. Voilà 2 ans qu'il porte cette nouvelle prothèse bionique. En compagnie de son orthoprothésiste, il s'est rendu régulièrement à Vienne, le seul endroit où, jusqu'à présent, des patients ont été appareillés avec ces prothèses dernier cri. Il vient aujourd'hui pour sa dernière visite de contrôle. C'est ici, à l'hôpital général de Vienne, qu'il a été opéré par le professeur Oskar Assmann, spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et pionnier de la reconstruction bionique. Une méthode qui suppose de modifier l'anatomie du patient pour qu'il puisse tirer le meilleur profit d'une prothèse. Pour Karl-Heinz, il a fallu déplacer des nerfs dans son bras. Le problème après l'amputation d'un bras, c'est qu'il ne reste que 2 muscles. On a le biceps, ce muscle-là, à l'avant, qui sert à plier le bras. On le voit bien bouger là. Et on a le triceps à l'arrière qui fait tendre le bras. La difficulté, c'est qu'avec ces 2 seuls muscles, notre patient doit pouvoir contrôler l'ensemble des fonctions offertes par sa prothèse. Celle-ci permet la flexion et l'extension du coude, la pronation, la supination, l'ouverture et la fermeture de la main. Au cours de l'opération, le professeur Assmann a déplacé certaines terminaisons nerveuses, devenues inutiles suite à l'amputation, dans d'autres muscles. Une méthode qui permet aujourd'hui à Karl-Heinz de diriger les 6 fonctions de sa prothèse. En Europe, ce genre d'opération n'a encore été pratiqué qu'à Vienne. Voilà le biceps. Là, c'est le chef long du biceps. On voit très bien. Le plus compliqué dans la chirurgie des nerfs, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'on s'engage dans une longue rééducation. Il faut savoir à quoi sert le nerf, où il se trouve, comment il est relié au tissu. Il faut donc connaître l'anatomie dans les moindres détails, mais aussi les fonctions exactes de ces éléments anatomiques. Et enfin, les possibilités offertes par la prothèse. Vous sentez encore quelque chose quand je tapote? Non. Avant l'opération, Karl-Heinz souffrait de douleurs chroniques dans le moignon. Il ne pouvait pas se passer de médicaments. C'est l'une des raisons qui l'ont poussé à se faire opérer. Vous prenez encore des antidouleurs? Non, plus aucun. Les douleurs causées par des névromes disparaissent. Quand un nerf se termine par une cicatrice, il devient douloureux parce qu'il n'a plus de finalité. Mais si on lui redonne une utilité en le déplaçant dans un autre muscle, alors il peut recommencer à travailler normalement en faisant se contracter le muscle ou en transmettant des sensations. À partir de là, la plupart des nerfs comprennent qu'ils ne doivent plus faire mal. Père de 3 filles, Karl-Heinz est heureux de pouvoir à nouveau aider à la maison et de participer aux activités en famille. C'est essentiel pour garder confiance en soi, parce qu'avec cette prothèse, on ne dépend plus des autres. Avant, il était impensable pour moi de simplement, entre guillemets, nouer mes lacets, ou de faire d'autres broutilles comme tenir et déchirer un bout de papier. Même les choses les plus simples sont impossibles sans prothèse, puisque tout notre quotidien est prévu pour 2 mains. N'importe quelle prothèse, aussi sophistiquée soit-elle, reste un membre artificiel.
Mais pour Karl-Heinz, sa prothèse myoélectrique est devenue une part de lui-même. Il lui arrive même d'oublier qu'il n'a qu'un bras. C'est quand même fou tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Oui, mais ce qui serait encore plus génial, ce serait de réussir à faire repousser un membre amputé. Les chercheurs sont déjà sur le coup. Et le jour où ce sera possible, vous l'apprendrez dans Xenius. À la prochaine, salut. Restez curieux. Au revoir.